Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, les titres de cette édition. Réélection sans surprise d'Abdel Fattah al-Sisi. Le président égyptien enregistre plus de 90% des voix selon les premières estimations. Le Mali, de nouveau frappé par les djihadistes. Au moins 2 personnes tuées à Bandiagara, une ville récemment visitée par le Premier ministre. Les deux Corées sont d'accord sur la tenue d'un sommet. Il aura lieu le 27 avril, peu avant le face-à-face historique entre Kim Jong-un et Donald Trump. Abdel Fattah al-Sisi a été réélu président de l'Égypte avec plus de 90% des voix, selon les premières estimations publiées jeudi par la presse d'État. Ce scrutin était sans surprise, l'unique véritable enjeu étant le taux de participation estimé à environ 40%. Les résultats officiels seront proclamés lundi. Les précisions avec Blanche Sano. Dans les rues et devant plusieurs bureaux de vote, l'heure est à la célébration. Selon le quotidien Al Haram, M. Sisi a obtenu 92% des voix et environ 23 millions de personnes ont participé au scrutin sur quelques 60 millions d'électeurs. Le président sortant était assuré de sa réélection lors de ce vote qui s'est tenu de lundi à mercredi. Il a fait face à un seul adversaire, Moussa Mostafa Moussa. Tous les électeurs savaient pour qui ils votaient, pour permettre à Sisi de continuer sa marche vers le développement du pays. Personne ne s'opposait à lui, à part ce type que personne ne connaît, alors que tout le monde connaît Sisi. Il est un travailleur acharné. Il nous faut tous le soutenir. En 2011, la révolution avait suscité des espoirs de liberté chez les Égyptiens. Pour la plupart, ces élections restent encore à saluer au nom de l'unité du pays. L'élection s'est bien déroulée avec la volonté populaire. Tout le monde est allé voter en sachant que son point de vue était le bon, qu'ils élisaient un président pour la prochaine étape, pour poursuivre le projet des 4 dernières années et réussir pour le bien du pays et du peuple. Depuis 2013, l'Égypte est confrontée à des attaques djihadistes. 5e président issu des rangs de l'armée depuis la chute de la monarchie en 1952, Abdel Fattah al-Sisi a engagé une répression implacable contre l'opposition islamiste, mais aussi libérale et laïque. Au Mali, une attaque djihadiste survenue dans la nuit de mercredi à jeudi a fait au moins 2 morts. L'attaque visait l'hôtel La Falaise dans la ville de Bandiagara, dans le centre du pays, une localité récemment visitée par le Premier ministre Soumelou Boubé Maïga. Selon des communiqués de l'armée et du ministère de la Sécurité, la ville a été bouclée par les forces et la sécurité de l'hôtel bien renforcée. Le nord du Mali fait face depuis 2012 à la menace de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Toujours en rapport avec le djihadisme, mais cette fois en Libye, AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique, confirme la mort de 2 hauts responsables terroristes d'Al-Qaïda dans le pays. Le gouvernement d'union nationale libyen avait annoncé un raid des forces américaines, lequel a visé une réunion de responsables terroristes. AFRICOM souligne qu'il s'agit d'une opération de précision qui a permis de tuer 2 chefs djihadistes, dont Moussa Abou Daoud, un haut gradé d'AQMI affilié à Al-Qaïda. Ouf de soulagement pour beaucoup de migrants au Maroc. Le royaume chérifien vient d'adopter une nouvelle politique migratoire. L'annonce a été faite hier. Des mesures qui devraient assouplir la régularisation des sans-papiers, pour la plupart d'origine subsaharienne. Le Conseil national des droits de l'homme, un organisme étatique qui s'occupe de la régularisation des sans-papiers, a indiqué que ces assouplissements des critères d'éligibilité visaient à élargir le contingent des étrangers bénéficiaires. Les mineurs non accompagnés pourront ici pour la première fois être régularisés au Royaume au même titre que les étrangers pouvant justifier d'une activité professionnelle mais démunis de contrat de travail. Pour
un éclairage, nous accueillons depuis Paris dans Moustapha Tossa. Il est journaliste et analyste politique. Moustapha Tossa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que ces réformes du Royaume signifient à votre avis? Oui, c'est un message politique extrêmement important adressé de la part du Royaume du Maroc à l'ensemble de l'Afrique. Le Maroc ne se contente pas de discours théoriques, il agit dans le concret et quand il s'agit d'accueillir les Africains, les subsahariens qui viennent soit travailler ou vivre au Maroc, soit utiliser le Maroc comme un pays transitoire, il ouvre ses bras et il facilite leur installation. Donc ça s'inscrit dans la politique choisie par le Maroc depuis un certain nombre d'années, à savoir ouvrir un peu le Maroc à ces subsahariens qui viennent vivre et travailler au Maroc et donc assouplir le régime d'accueil de ces immigrés. Et donc, c'est un message extrêmement puissant adressé par le Maroc à l'ensemble de ces pays. Et il faut le comparer avec des pays voisins, notamment l'Algérie, où l'expulsion massive, les arrestations massives sont monnaie courante, alors que, contrairement à ce qui se passe en Algérie, le Maroc accueille et régularise les subsahariens. Mais Moustapha Tossa, on sait que de nombreux Africains qui veulent rejoindre l'Europe, et notamment l'Espagne, passe souvent par le Maroc. Est-ce que ce n'est pas un appel pour les autorités marocaines? Moi, je crois qu'il faut changer de paradigme de lecture et de vision. Depuis longtemps, le Maroc a toujours été un pays de transit vers l'Europe. Mais depuis un certain nombre d'années, et non des moindres, il s'est transformé en pays d'installation, en pays d'accueil. Les subsahariennes viennent au Maroc pour y vivre et pour y travailler. Et le Royaume du Maroc est en train de préparer les conditions de leur accueil de manière correcte et de manière favorable. Et donc c'est tout à fait cette politique-là qu'il faut mettre en exergue. Et le Maroc est un modèle dans la région. Il y a même des signaux très forts envoyés aussi à l'Europe qui ferment ses portes à ces subsahariens. On l'a bien compris. Est-ce qu'on a une idée des nationalités concernées ici? Personnellement, je n'ai pas d'idée sur les nationalités, mais je sais que le nombre est de plus en plus croissant et le Maroc ouvre ses portes pour ces ouvriers subsahariens, ces citoyens subsahariens venus vivre et travailler au Maroc dans des conditions extrêmement favorables. Et c'est un message, encore une fois, je le redis parce qu'il est puissant, il est exemplaire, c'est un modèle, c'est un message adressé par le Maroc à ces pays africains. Message entendu, Moustapha Tossa, vous êtes journaliste et analyste politique, vous nous parliez depuis Paris. Encore des morts au Nigeria où des hommes armés ont tué 15 éleveurs dans l'état de Zamfara. C'est le porte-parole de la police de cet état situé dans le nord du pays qui en a fait l'annonce ce jeudi. Selon Mohamed Cheou, des bandits armés ont attaqué le village de Baoundaji hier et ont abattu 15 personnes, une incursion qu'il attribue à des voleurs de bétail. En République démocratique du Congo, l'Église catholique joue un rôle crucial pour faire pression sur le président Joseph Kabila et le pousser à accepter de démissionner et tenir des élections. Le clergé a organisé 2 fois des manifestations dans les récents mois. Les marches émaillées des violences ont fait des victimes, mais les manifestants promettent d'autres mobilisations à venir. C'est un reportage de Anita Powell dit par Anastasie Tudièche. À Kinshasa, le dimanche matin, les églises catholiques de la ville sont pleines. Mais récemment, c'est dans la rue que le clergé a commencé à envoyer les fidèles avec une autre intention de prière, le changement politique. Fin 2016, l'Église, acteur important de la vie sociale congolaise, a servi de modérateur lors de l'accord politique qui exigeait la démission de Joseph Kabila et des élections présidentielles fin 2017. Constatant l'échec de l'accord, les Congolais sont descendus dans les rues de Kinshasa et des autres grandes villes l'année dernière et en ce début d'année. La réponse policière fut brutale. Mon père, il a reçu des gaz lacrymogènes ici à l'intérieur de l'église et il est devenu gravement malade le 4 janvier. Il a été devenu très malade le mardi et puis on l'a amené à l'hôpital général de Kitambo. C'est là où il nous a quittés. Mais les paroissiens affirment que les événements n'ont pas ébranlé leur foi. Nous ne pouvons que protester en marchant, en criant, en poussant des cris tout haut pour que le monde entier puisse nous écouter. Un peu moins de 80 millions de Congolais sont catholiques et l'Église pallie souvent l'absence de gouvernement, gérant écoles, hôpitaux et programmes d'aide sociale. Et en un rien de temps, ils se sont enrichis de manière
j'allais même dire scandaleuse. C'est contre toutes ces injustices sociales-là que l'on voudrait quand même arriver à une alternance. Parce que l'avantage de la démocratie, bien qu'elle soit encore en apprentissage dans notre pays, est qu'à un moment donné, le peuple prend quand même conscience qu'il faut choisir. Pour le père Chamala, si rien ne change, les manifestations vont continuer. Quelles que soient les difficultés des jours à venir, il espère que les Congolais se reposeront avant toute chose sur leur foi. Anastasie Tudièche. Le dialogue prend forme entre les deux Corées. Elles se sont mises d'accord sur la date du 27 avril pour un sommet rarissime, peu après les débuts de Kim Jong-un sur la scène internationale avec une visite surprise en Chine. Les détails avec Arzuma Kompaori. Ce sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in doit précéder un face-à-face historique avec le président américain Donald Trump en mai. Conformément à la volonté des deux dirigeants, le Sud et le Nord sont convenus de tenir le sommet 2018 Sud-Nord le 27 avril à la Maison de la Paix sud-coréenne de Panmunjom, selon un communiqué de presse conjoint. Nous avons de nouveau des entretiens. Cela pourrait signifier un bon résultat, la paix et l'unification. Toutes les précédentes réunions intercoréennes qui se sont tenues dans ce pavillon d'unification se sont bien déroulées. C'est dans ce village frontalier situé dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule que fut signé l'armistice de la guerre de Corée. Les délégations sud- et nord-coréennes, fortes chacune de 3 membres, s'y sont rencontrées au pavillon de l'unification du côté nord-coréen. M. Kim sera ainsi le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre. Les 2 précédents sommets intercoréens en 2000 et 2007 avaient eu lieu à Pyongyang. Les 2 parties sont convenues de se revoir mercredi prochain pour de nouveaux entretiens préparatoires, y compris sur le protocole et la sécurité. Lors de sa récente visite en Chine, son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir en fin 2011, le dirigeant nord-coréen s'est prononcé pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne, selon l'agence Chine Nouvelle. Ici aux États-Unis, Donald Trump se débarrasse d'un autre collaborateur. Son ministre des Anciens combattants a été remplacé. Et comme il en a l'habitude, c'est sur Twitter qu'il a annoncé le nom de son remplaçant, qui n'est autre que le médecin militaire de la Maison-Blanche. Je suis très heureux d'annoncer que j'ai l'intention de nommer le très respecté amiral Ronnie L. Jackson, docteur en médecine, comme nouveau ministre des Anciens combattants, a écrit Donald Trump. Robert Wilkie, un responsable du Pentagone, assurera l'intérim au ministère en attendant que l'amiral Jackson ait l'approbation du Congrès. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouverai avec plaisir pour la deuxième partie. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique, une chaîne partenaire. Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Vous êtes toujours dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de cette seconde partie. Les grands pas de la robotique au Mali. Le premier centre national spécialisé dans cette technologie vient d'ouvrir ses portes à l'université de Kabbalah.
La poursuite du bonheur, un droit inaliénable pour les Américains. Nous irons à la prestigieuse université de Yale où 1200 étudiants apprennent comment être plus heureux. Dans cette deuxième partie du monde aujourd'hui, deux infections qui accélèrent mutuellement leur progression en Afrique, la tuberculose et le VIH. Comme tous les jeudis dans le monde aujourd'hui, nous parlons santé et c'est avec le docteur Christella Tuizéré. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous restez avec nous juste quelques éléments sur la tuberculose avant de vous relayer les questions de nos téléspectateurs. La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. En 2016, 10,4 millions de personnes ont contracté cette maladie et 1,7 million en sont mortes. Plus de 95% des décès dus à la tuberculose surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les pays les plus touchés par la tuberculose en Afrique. La tuberculose est par exemple le premier facteur de mortalité chez les séropositifs. 40% des décès en 2016. Le traitement de la tuberculose a permis de sauver 53 millions de vies entre 2000 et 2016. L'ONU estime à 2,3 milliards le déficit des financements qui subsiste chaque année en matière de lutte contre la tuberculose. Et donc, on a reçu quelques questions de nos téléspectateurs. Celle-ci est de Fuju Mahandouri Luzizila, qui nous écrit de Goma en RDC pour savoir combien de types de tuberculose il existe. Et il parle aussi de la durée des traitements pour chacun de ces types. Il existe 3 types de tuberculose. Il y a la tuberculose qui est pulmonaire et qui est retrouvée dans 70% des cas. Il y a la tuberculose qui est extrapulmonaire, qui peut atteindre les os, les ganglions lymphatiques, le système nerveux central, les méninges. Il y a la tuberculose disséminée qui atteint beaucoup plus, qui se transmet, donc qui est répandue par le sang, qui est extrapulmonaire et aussi ça atteint le poumon. La durée du traitement est celle de la tuberculose pulmonaire qui est à base d'antibiotiques, d'association d'antibiotiques et qui ça dure 3 mois, dans 6 mois, mais ça peut être prolongé durant pour la tuberculose osseuse ou neuroméningée jusqu'à 12 mois. Alors il demandait aussi pourquoi est-ce que la tuberculose attaque moins les femmes. Bon, ça a été un constat, il y a beaucoup plus pour les pays en développement, on pourrait dire que c'est associé, c'est dû au fait que les hommes ne consultent pas, ne vont pas dans les milieux médicaux et ne suivent pas les contrôles médicaux. Et aussi, ils sont souvent ensemble. S'il y a un cas de tuberculose, ça se propage par voie aérienne, donc il y a beaucoup plus de risques et ils consultent tardivement. Mais scientifiquement, il y a toujours des activités en rapport pour la recherche pour prouver ça. Alors, l'un des téléspectateurs fidèles de VOA Afrique, Alphonse Mbouaki, nous a envoyé une question. Il parlait d'ailleurs des symptômes, il parle de forte fièvre et de toux. Que faire lorsqu'on est en face de quelqu'un qui a la tuberculose? La personne qui a la tuberculose, qui est déjà connue tuberculeuse, il est déjà instruit il connaît déjà les mesures de ne pas transmettre il reçoit des mesures des méthodes de ne pas transmettre contaminer l'entourage par les prestataires, donc il doit les suivre. Et la personne qui est en contact si vous êtes en contact avec la personne qui est infectée, il faut faire les mesures, il faut aérer la pièce dans laquelle vous vous trouvez, il faut mettre les masques en cas de besoin, éviter de dormir avec cette personne pendant les 2-3 premières semaines de traitement, le temps qu'il n'y a plus de positivité dans l'examen des crachats qui est fait pour voir l'évolution du traitement antituberculeux. Mahamadou Traoré est à Ségou au Mali. Il demande quelle est la forme la plus grave de tuberculose et il parle aussi de la forme osseuse ou mal de peau. Donc la forme la plus grave, c'est la forme pharmaco-résistante. C'est donc une tuberculose qui est résistante
au traitement antituberculeux. Donc c'est la forme la plus grave. Et pour ce qui est de mal de peau, le traitement repose sur un traitement antituberculeux dans l'association d'antibiotiques. Il y a l'immobilisation de la partie, souvent c'est le rachis, il y a l'immobilisation de cette partie. Et parfois, dans des cas, ça peut demander que l'on puisse donner une chirurgie. Merci, docteur Christella Tuizéré. On va poursuivre dans la santé. Il y a souvent un rapport entre la tuberculose et le VIH. Donc, on reste donc en santé et direction l'Afrique du Sud avec une bonne nouvelle de ce côté-là pour les porteurs de virus VIH qui sont victimes de stigmatisation. Ils peuvent désormais connaître non seulement leur état sérologique sans l'aide d'un agent de santé, mais aussi se faire soigner en récupérant leurs médicaments à des guichets automatiques. Herman Ungbo nous en dit plus. Des distributeurs automatiques de médicaments et des kits d'autodétection d'une infection au virus VIH-Sida, c'est la nouvelle formule de traitement et de lutte contre la maladie en Afrique du Sud. Elle permet d'atteindre toutes les personnes qui hésitent encore à faire la queue dans les cliniques ou qui ne veulent pas se faire identifier par des agents de santé. Comparé au fait que tout le monde vous regarde rentrer et sortir d'une clinique, ceci se fait dans la grande confidentialité. La suppression de l'interaction entre les agents de santé et les personnes infectées encourage davantage beaucoup plus de gens à connaître leur état sérologique en utilisant ce kit de dépistage personnel et automatique. Elles suivent un petit guide montrant comment passer une baguette sur leur gencive avant de la placer dans ce support. 20 minutes plus tard, le résultat du test est délivré selon l'état sérologique du patient. J'étais inquiet, mais je me suis donné du courage, prêt à accepter le résultat et vivre avec. C'est en 2015 que ce projet a été lancé au Malawi, en Zambie, puis au Zimbabwe, avant de s'étendre l'an dernier jusqu'à Johannesburg, en Afrique du Sud, ce pays qui compte environ 7,1 millions de personnes atteintes du VIH-Sida. Yacouba Ouedraogo est dans ce studio pour nous parler de sport. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John. Alors le Congo se retrouve sans sélectionneur. Tout à fait. L'ancien adjoint de Claude Leroy a résilié d'un commun accord son contrat avec la Fédération congolaise de football. On parle bien sûr de Sébastien Migné. Eh bien, une rupture de contrat qui intervient au lendemain de la victoire des Diables Rouges, on se rappelle encore, contre la Guinée-Bissau 2-0. Et Sébastien Migné dit en avoir marre parce que le football congolais manque d'organisation. Dernier épisode en date, le stage à Paris la semaine dernière, avec l'annulation dans un premier temps du match contre la Guinée-Bissau et le coup de gueule de Thierry Boufouma, qui a quitté ses coéquipiers en plein stage pour dénoncer les conditions d'organisation. Sébastien Migné avait pris les rênes des Diables Rouges en mars 2017. On va au Gabon où les élections de la Fédération de football ont été reportées. Tout à fait, John. Les élections étaient prévues pour le 31 mars. Finalement, elles auront lieu le 21 avril. Pas de changement parmi les candidatures déclarées, si vous voulez. 5 candidats sont en liste, dont le président sortant, Pierre-Alain Mugengi. Les autres prétendants sont Blanchard Andoun, Jérôme Efong Nzolo, Basco Alabafal et Placide Xavier Baudet. La campagne électorale s'ouvre le 3 avril et se referme le 20, puis place aux élections le 21 avril à Lambaréné. Alors, la passion du foot, souvent poussée à l'extrême, en Grèce, le patron du PAOK a été interdit des stades. Une interdiction de stade de 3 ans pour Ivan Savidis. La Ligue de clubs de football grec a également infligé une amende de 100 000 € au président du club. Le PAOK perd 3 points au classement et devra en outre payer une amende de 63 000 €. Mais dans la foulée, il a dit qu'il fera appel de ces sanctions. Pour rappel, le président du PAOK, Ivan Savidis, a fait irruption, une arme à la ceinture, sur la pelouse le 11 mars, lors des matchs face à l'AEK pour protester contre une décision arbitrale. Le championnat a été suspendu depuis lors. Eh bien, il reprendra ce week-end, John. Des informations sportives de Yacouba Ouedraogo qu'on retrouve la semaine prochaine. Merci, Yacouba. Merci à vous, John. Petite incursion dans le monde de la robotique au Mali, après avoir décroché la médaille d'argent lors du concours international de robotique, le First Global Washington.
Les jeunes scientifiques maliens disposent depuis quelques jours d'un centre national de robotique à l'université de Kabbalah. Robo Mali, c'est son nom. Objectif, fédérer les structures déjà existantes du secteur. Que vaut un tel secteur pour le Mali? Élément de réponse avec Fouré Diarra. Grâce à cet accumulateur, plusieurs lycéens maliens se sont illustrés sur la scène internationale de la robotique en remportant la médaille d'argent à Washington au First Global. Une récompense qui pourrait leur ouvrir des portes. Cela m'a permis de comprendre la robotique, de participer avec des personnes qui ont la même passion que moi et également d'avoir plusieurs opportunités d'université qui s'ouvrent à moi. Vu que j'ai eu des notions en robotique, cela sera plus simple de choisir mon université plus tard. Dans les pays en voie de développement comme le Mali, la robotique peut améliorer le quotidien des populations. Des étudiants élaborent un projet pour les non-voyants. Ils travaillent sur une sorte de torche, mais c'est une torche pour les non-voyants. C'est doté de capteurs qui peuvent détecter l'objet par la vibration dans les distances jusqu'au objet. C'est aussi avec une radio qui peut détecter la présence de taxis ou de sautements. Le monde scientifique malien a besoin de ses apprentis, et en particulier de jeunes filles, très peu représentées jusqu'ici. J'aimerais inviter beaucoup d'élèves à faire la science. Parce que dans un pays comme le Mali, on n'a pas besoin d'économistes, on a besoin de scientifiques. Et surtout des filles qui se sentent vraiment diminuées et minimisées par la science. Comme Bintou, 2 lycéennes défendront les couleurs du Mali lors du prochain concours panafricain de robotique à Saly, au Sénégal. La quête du bonheur est un droit constitutionnel américain, mais saviez-vous que l'on pouvait apprendre à être heureux? Eh bien, un nombre impressionnant de 1200 étudiants prennent en effet ce cours dans la prestigieuse université de Yale, dans le Connecticut, l'État du nord-est des États-Unis. Le reportage est de Roque de VOA, récit Claire Morin-Gibourg. Il n'y avait aucun siège vide lors de l'exposé de Laurie Santos, professeur de psychologie. La psychologie et la bonne vie, c'est un cours qui se penche sur ce que la science affirme quant à votre façon de vivre, de vous épanouir davantage et d'être heureux. Nous nous intéressons d'abord à la mauvaise perception des facteurs qui rendent vraiment heureux. L'argent ne fait pas le bonheur, dit-on souvent, mais la science a démontré que les personnes qui s'échinent à s'offrir des choses qu'ils estiment capables de les rendre heureux se rendent compte qu'ils ne le sont toujours pas. L'une des mauvaises perceptions du bonheur est que nous pensons devoir changer quelque chose dans notre vie pour être heureux, comme avoir un bon travail, un gros salaire ou même une plus grande maison. Mais notre recherche démontre que ces facteurs ont un impact très insignifiant sur notre bonheur. Pour les scientifiques, l'amélioration des conditions de vie représente environ 10% du bonheur. Les chercheurs proposent en effet l'interaction, le fait de passer du temps à discuter avec d'autres personnes. Ces liens sociaux sont nécessaires pour que l'on soit vraiment heureux. Passer du temps en famille avec les amis est assez important puisque cela vous détend. Selon la professeure Santos, se mettre la pression pour être plus performant, soit à l'école, soit au travail, cela ne rend pas forcément heureux, malgré le fait que ce soit la perception de beaucoup de gens. J'essaye de ne pas stresser sur les prochaines étapes, l'emploi et tout le reste. J'essaye vraiment de me concentrer sur le présent et sur les gens autour de moi. Je pense à quand j'étais souvent pressé. Je n'essaye plus de courir ou de répondre à tout ce qui me stresse. C'est comme si je prenais une seconde de pause pour mieux m'orienter puis continuer. Les étudiants quittent la classe avec des devoirs qu'ils doivent faire à la maison, se montrer plus gentils avec les autres et surtout renforcer les liens sociaux. Soyez tous heureux, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi.